Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le Kenya où les débuts des travaux du sommet africain sur le climat au Kenya a débuté aujourd'hui. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Espagne, des pluies torrentielles provoquent des inondations. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous ai dans le titre. La réunion préparatoire du sommet africain sur le climat s'est tenue ce matin au Centre international des conférences Kenyatta à Nairobi, au Kenya. Comme je vous le disais, cette réunion prélude du premier sommet africain sur le climat qui se tient demain à Nairobi, au Kenya, va réunir plusieurs chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays africains, notamment le président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Merguele, qui sera à la tête d'une forte délégation. Rappelons que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, représente Djibouti aux travaux de cette réunion préparatoire du sommet africain pour le climat. Le président kenyan William Ruto a ouvert la réunion ministérielle. Il a souligné dans un discours l'importance de ce sommet africain qui a des dirigeants de l'Afrique, des experts, des organisations et des parties prenantes de toute Afrique pour discuter des défis liés au changement climatique et, rappelons-le, explorer des solutions pour atténuer les effets et promouvoir la résilience climatique sur le continent africain. Les ministres ont pu échanger des expériences en matière de lutte contre le changement climatique en vue d'inclure des initiatives telles que la promotion des énergies renouvelables, la gestion durable des ressources naturelles et des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques. Une des principales missions de cette réunion est d'harmoniser les positions des pays africains en vue du sommet africain sur le climat, poser les questions majeures telles que le financement climatique, la réduction des émissions à gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique. Au cours de cette réunion, plusieurs panélistes se sont succédés pour discuter des sujets et projets qui seront à l'ordre du jour ce sommet des chefs d'État et de gouvernement qui ouvrira demain pour discuter des défis spécifiques liés au changement climatique auxquels sont confrontés les pays et leurs pays respectifs et de partager des informations sur les actions entreprises pour atténuer les conséquences du changement climatique en Afrique. Ce sommet africain pour le climat qui se tient pour la première fois témoigne de l'engagement de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique et la reconnaissance de l'importance de la coordination régionale pour faire face aux défis climatiques qui transcendent les frontières nationales, régionales et internationales. Cette réunion a contribué non seulement à préparer le terrain pour le sommet sur le climat demain, mais aussi fixer des objectifs, des priorités qu'il souhaite aborder lors des sommets en vue d'élaborer des actions concrètes à entreprendre pour faire face aux défis climatiques en Afrique. Eh bien, je vous le disais, ce sommet africain pour le climat au Kenya, c'est ainsi que ces décideurs africains ont lancé les travaux du sommet historique sur le climat visant à faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et appelé à une aide financière internationale pour relever son potentiel. Ce premier sommet africain pour le climat lance les 4 mois les plus chargés de l'année, les négociations climatiques internationales qui cumuleront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP28 à Dubaï de fin novembre à début décembre. Pendant 3 jours, dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs dont le chef de l'ONU Antonio Guterres vont être accueillis dans la capitale kenyane par le président William Ruto. Il souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaines à la COP28. L'Afrique où vit 1,2 milliard d'habitants dans 54 pays et politiquement, économiquement diverses abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Un succès à Nairobi autour d'une vision partagée sur le développement vert de l'Afrique donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28. En premier lieu, en septembre, le sommet du G20 en Inde et à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis en octobre, la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à Marrakech. Selon Joseph Ngana, nommé par William Ruto pour présider le sommet, la conférence devrait démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions pour le monde. Nous avons le pouvoir de répondre à cette crise. L'Afrique représente une opportunité pour le monde si nous travaillons ensemble et des bénéfices mutuels, a estimé M. Ngana du mouvement Global Energy Alliance for People and the Planet, qui promet des énergies renouvelables dans les pays en développement. La sécurité a été renforcée à Nairobi et les routes fermées autour du lieu du sommet. Selon le gouvernement, plus de 30 000 personnes se sont accréditées pour cet événement au Kenya. Si nous parlons de l'énergie,
Au cœur des enjeux énergétiques de Djibouti se déroule une quête inlassable de l'autonomie énergétique, un voyage qui s'étend sur plus de 2 décennies. Cette histoire fascinante narre chaque pas vers une signification cruciale pour cette nation au destin unique. Malgré l'absence des ressources fossiles enfouies sous son sol, la République de Djibouti s'est lancée dans une véritable preuve d'endurance. Chaque avancée dans le domaine de l'approvisionnement électrique revêt une importance capitale pour le pays. Au-delà des considérations économiques, c'est un acte de préservation de la souveraineté nationale, un pilier fondamental de notre identité. Cette quête ambitieuse d'indépendance énergétique, dès que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, prend les rênes du pouvoir en 1999, il en a fait une priorité au sein de l'agenda gouvernemental. De ce fait, l'une de ses initiatives marquantes sera la concrétisation du projet majeur d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie voisine, un projet qui avait mûri pendant des années. Ainsi, en 2011, il devient réalité avec la mise en place d'une ligne à haute tension reliant Djibouti-Ville à la ville éthiopienne de Dire Dawa. Cette avancée a marqué un tournant significatif dans le parcours de Djibouti vers l'autosuffisance énergétique. Elle constitue un élément stratégique de premier ordre, alimentant la croissance rapide des infrastructures urbaines et portières qui ont émergé ces dernières années. Dans une région où les défis sont constants, cette maîtrise accrue de l'énergie sera vitale pour la durabilité et la stabilité de Djibouti. Cependant, la route vers l'autonomie énergétique est jalonnée d'obstacles. La demande énergétique ne cesse de croître, avec une augmentation annuelle de 10% provenant des ménages. Djibouti se trouve à un carrefour décisif. D'ici 2025, cette capacité pourrait atteindre 500 MW, voire doubler pour atteindre les 1000 MW d'ici 2030. Résoudre cette équation énergétique complexe a été un défi de taille. Cependant, la République de Djibouti reste résolument déterminée à transformer cette situation en opportunité. C'est ainsi que le président de la République, guidé par une attention constante envers la question énergétique, affiche un engagement inébranlable et la conviction de fournir une énergie accessible à tous les Djiboutiens, ce devait devenir une réalité d'ici 2030. Dans cette quête acharnée, la République de Djibouti prouve une fois de plus que la détermination et l'innovation peuvent surmonter les défis. Alors que la nation progresse vers un avenir énergétique plus durable, aujourd'hui, Djibouti écrit une histoire qui inspire et démontre la force de la volonté humaine. En adoptant les énergies renouvelables, notre pays rédige une lettre à l'histoire. Une lettre qui témoignera de notre résilience en tant que peuple. Une lettre qui aujourd'hui inspire d'autres nations à suivre. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi cette réunion de grande envergure qui s'est tenue aujourd'hui à la salle de réunion de la primature présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. La réunion a été marquée par la présence du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Agriculture, du ministre délégué chargé de la décentralisation, des préfets des différentes régions et de la ville de Djibouti, ainsi que des collaborateurs des institutions gouvernementales. L'ordre du jour de cette réunion était axé sur le projet d'implantation des arbres dans la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Le Premier ministre a rappelé avec conviction que toutes les régions et la ville de Djibouti disposent des moyens nécessaires et disponibles pour mener à bien cette mission ambitieuse. Un calendrier de mise en œuvre et une stratégie de sensibilisation ont été établis pour la mise en œuvre de ce projet d'embellissement. Il a été élaboré en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, garantissant ainsi une coordination efficace entre tous les acteurs impliqués. Le Premier ministre a souligné que la protection de l'environnement demeure une des priorités fondamentales du gouvernement de Djibouti. Il a affirmé avec détermination que notre pays ne restera pas en marge des efforts mondiaux visant à préserver la nature et à promouvoir la durabilité environnementale. En outre, le Premier ministre a rappelé aux préfets que ce sont les premiers vigiles de leurs villes respectives. Leur rôle crucial dans la mise en œuvre de ce projet ne peut être sous-estimé. Leur engagement est essentiel pour la réussite de cette entreprise collective. Cette réunion est le suivi des opérations déjà entreprises et marque le début d'une nouvelle ère pour Djibouti
témoigne de l'engagement inébranlable du gouvernement en faveur de l'embellissement de nos villes et de notre environnement. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera non seulement à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, mais aussi à renforcer la position de Djibouti en tant que champion de la protection de l'environnement dans la région. Le gouvernement de Djibouti réitère son engagement à œuvrer pour un avenir plus vert, plus nécessaire pour notre nation. Direction Arta, où la rentrée scolaire 2023-2024 d'enseignement fondamental s'est bien déroulée dans la région. Ils étaient plus de 4270 pour les élèves de base et plus de 1500 pour les élèves moyens ont pris le chemin de l'école dans une ambiance bon enfant. Tous les enseignants sont présents à leur poste respectif. Une délégation composée du préfet Hassan Abel Ahmed, du président du conseil régional, El Mebouh, des responsables du MENFOP, à leur tête M. Hassan Ali, inspecteur régional, ont effectué une tournée dans les établissements de la région et ont constaté le bon déroulement de la rentrée scolaire. Il est à signaler que 2 nouvelles écoles de base ont ouvert leurs portes cette année aux élèves. ama kugu dirqaya damaca urkiyo dabcaloosha iga shiday wa darajadaadiyo waxaan kugu dagaalaa ama kugu dirqaya. Et comme dans l'ensemble du pays, la rentrée scolaire 2023-2024 s'est déroulée hier dans l'établissement de l'enseignement de base et de moyens. Dans la région d'Obok, c'est plus d'environ 2000 élèves du primaire et 700 élèves du collège qui ont regagné les salles de classe à travers la région. Et c'est conformément à la tradition des autorités locales, dont le préfet adjoint, Mohamed Awad, le président du conseil régional, Mohamed Ismaël, accompagné par l'inspecteur de l'éducation, M. Hamadou Ali Mohamed, ont effectué une tournée dans les établissements de l'enseignement de base et de l'enseignement moyen du chef-lieu. Cette visite, comme je vous le disais, visait à superviser le bon déroulement de la rentrée scolaire. La délégation s'est rendue en premier lieu à l'école Obok 1, la plus grande école de la région, accueillant au total plus de 560 élèves. Là, elle a été chaleureusement accueillie par le directeur de l'école, Abdelkader Kassim. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers d'autres établissements, notamment le collège d'Obok et l'école d'Obok, l'école bilingue et technologique d'Obok, l'école Ar-Rahma et enfin l'école Markazi située dans le camp des réfugiés yéménites. Rappelons que l'inspecteur de l'éducation nationale régional plutôt d'Obok, Hamadou Ali Mohamed, a profité de cette occasion pour rappeler les principales nouveautés de cette année dans cette région. Ces nouveautés incluent l'ouverture d'une école Swahili, l'ouverture d'un collège de Korangar, l'extension de l'enseignement de l'anglais dans toutes les écoles de la région, ainsi que l'ouverture des classes préscolaires dans la plupart des écoles de la région d'Obok. L'inspecteur Hamadou a souligné que ces initiatives témoignent des efforts considérables consentis par le MENFOP, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour développer l'éducation dans le pays, tant en termes d'accès, d'équité que de qualité. Cette rentrée scolaire prometteuse s'annonce comme une étape importante dans la poursuite des objectifs essentiels pour le développement de la jeunesse de la région d'Obok. Et nous restons toujours dans le même thème, où cette fois-ci direction le sud, où à l'instar de l'ensemble du reste du pays, la rentrée scolaire 2023-2024 a eu lieu hier pour les établissements d'enseignement fondamental, écoles de base et collèges dans la région d'Ali Sébié. Tôt le matin, des centaines d'élèves habillés avec des vêtements neufs, accompagnés par leurs parents, surtout parmi eux, ceux en bas âge, étaient massés devant les établissements scolaires de base et les collèges d'enseignement moyen. Ces grands retours sur les bancs des écoles avec un air de fête a débuté sous le signe de l'appel, un engagement de toutes les parties prenantes. Enseignants, parents, chefs d'établissement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, concepteurs, formateurs, personnel de vie scolaire, documentalistes, personnel administratif, partenaires et sociaux, techniques et financiers, afin de relever les défis majeurs de notre système éducatif, comme stipule
dans la lettre du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour cette rentrée scolaire, pour cette année scolaire qui vient de débuter, 2 nouvelles écoles ruraux ont ouvert leurs portes. Il s'agit là de l'école de base flambant neuve de la localité frontalière de Guélilé et celle de la zone de Brousse de Gadid. L'enseignement fondamental, l'école de base et collège d'enseignement moyen. Et très tôt le matin, la classe de première année, de 5e année de l'école de base jusqu'au collège d'enseignement moyen. Au total, plus de 6100 élèves ont pris le chemin vers les bancs scolaires. Au chef-lieu de la région, la ville d'Aska, dans la zone rurale, l'ouverture de 3 nouvelles entités scolaires de base, établissements publics, après 3 longs mois de vacances scolaires qui a été préparé minutieusement avec le nettoyage des salles de classe et la mise en bon état des tables et bancs. Peu de temps après l'appel des élèves, leur accueil dans leur salle d'études respectives, une délégation conduite par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, est composée du président du conseil régional, Sharmak Hassan Alaleh, de l'inspecteur et chef des services régionaux du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Mohamed Adengele, des chefs de corps du détachement de la gendarmerie et de la police dans la région, et des conseillers pédagogiques ont fait immersion dans l'école de base d'Ali Sebier 1, l'école bilingue inaugurée dans l'année dernière, les collèges d'enseignement moyen, pour constater de visu le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Sur place, les officiels et superviseurs de ce grand retour vers les bancs ont dialogué et questionné les chefs d'établissement scolaires et les enseignants pour récolter les données sur les effectifs, leurs remarques et leurs éventuelles doléances dans le but de faciliter leurs conditions professionnelles. Après leur visite des établissements scolaires du chef-lieu, les officiels ont mis le cap vers l'école de base rurale flambant neuve de la localité frontalière de Guélilé. Dès les premiers jours, l'école a accueilli un effectif de quelques 118 élèves, compris des anciens écoliers de l'école d'Ali Sebier, issus de cette école, du chef-lieu de 2 classes et de nouveaux inscrits. À l'issue de leur immersion dans cette nouvelle entité scolaire, dont la mise en service a attiré également les chefs coutumiers de lieux et de nombreux autres parents d'élèves. Les officiels ont au micro des médias nationaux, à l'issue de leur tournée dans les différents établissements scolaires, les responsables de la région et les hauts représentants du MELFOB ont livré leur impression en déclarant qu'ils sont satisfaits de cette rentrée scolaire, voulant faire remarquer que tous les enseignants sont à leur poste. Ils ont remercié le ministre de l'Éducation nationale et le ministère pour la création de 2 nouvelles entités scolaires de base dans une zone rurale de Guélilé, de Guédidé, qui sont accueillis avec enthousiasme, ferveur par les populations des secteurs. Dans 6 000 de l'enseignement de base, donc tous les enseignants étaient présents à leur poste. Nous remercions la préfecture, le conseil régional de nous avoir apporté leur soutien pour que cette rentrée se déroule bien. Je remercie également le ministre de l'Éducation pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette rentrée se déroule bien. Eh bien, comme je vous disais, les responsables de la région se sont réjouis du commencement de la nouvelle année scolaire. Ils ont exprimé leur reconnaissance du respect de la feuille de route émise par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, au ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, dont les efforts constants mènent vers les objectifs fixés. À l'instar des autres régions et de la capitale, la région de Ali Sabih a vu aujourd'hui la rentrée scolaire de plus de 10 000 élèves. Tout s'est bien déroulé. L'équipe de l'éducation a fourni l'effort qu'il fallait pour que les conditions soient réunies, pour que les choses se passent dans les conditions. D'autre part, dans le cadre de la politique du président de la République, la proximité, l'accès à l'école était ancré dans sa politique et le ministre de l'Éducation nationale a mis en application cette volonté afin de faciliter à notre population d'avoir l'école au niveau de leur village. Donc il y a des choses à améliorer et certainement c'est des réflexions qui sont poussées qui vont aboutir, Inch'Allah. Eh bien, direction le Nord, où la rentrée scolaire 2023 et 2024 de l'enseignement fondamental de la région de Tadjoura s'est bien tenue. À l'instar des autres écoles des pays, les écoles fondamentales de la région de Tadjoura ont ouvert leurs portes. Les quelques 7500 élèves ont repris le chemin de l'école dans la joie et l'allégresse. En cette occasion, le préfet de la région, Mohamed Abbas, l'inspecteur régional de l'éducation nationale de Tadjoura, M. Ahmed Hamadou, ont effectué une tournée dans les établissements. Ils ont apprécié le bon déroulement de la rentrée et ont saisi l'occasion de souhaiter bonne et heureuse rentrée scolaire à l'ensemble de la communauté.
de l'éducation. Les nouveautés de l'année sont la création de 3 écoles, une extension indiquée ci-dessous comme l'école de Hagandé, l'école Otoye, l'école Waidarim, l'extension de l'école Dougoum. Aujourd'hui, le collège a ouvert ses portes aux élèves avec un effectif de 1315 élèves qui ont repris ce matin. Alors ce matin, on a commencé à 7h30 avec l'appel pour les élèves de la 6e. Les élèves ont répondu présents à l'appel. Ils sont venus, ils sont rentrés. Les enseignants aussi, ils ont répondu à l'appel de l'administration. Les parents d'élèves aujourd'hui nous ont beaucoup aidés, bien sûr, avec la rentrée de la 6e qui est vraiment la plus difficile aussi. Chaque année, la 6e, ils sont nouveaux au collège. Et après, à 9h30, on a commencé avec les 7e années qui ont repris aussi. Le préfet et les membres de la direction de l'inspection ils sont venus inspecter le lieu et ont vraiment apprécié la rentrée qui s'est bien déroulée dans le bon fonctionnement et dans un bon climat. Eh bien, après l'ouverture des écoles fondamentales de la région de Tadjoura et la reprise joyeuse des cours par environ plus de 7500 élèves, l'attention s'est portée sur la visite de la délégation du préfet dirigée par Mohamed Abbas et l'inspecteur régional de l'éducation. Cette visite, qui a constitué un suivi essentiel après la rentrée scolaire, apporte un soutien significatif à l'éducation dans la région. Eh bien, l'objectif principal de la visite de la délégation était de surveiller de près le bon déroulement de la rentrée scolaire dans la région de Tadjoura. À l'instar des autres écoles du pays, les écoles fondamentales de cette région ont ouvert leurs portes. Il était impératif de garantir que les conditions d'accueil étaient optimales pour les élèves. La présence du préfet, l'inspecteur et de l'inspecteur régional de l'éducation a permis d'évaluer l'aspect logistique, matériel, organisationnel de cette rentrée. La visite est également une démonstration de l'implication active du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dont a suivi le soutien des activités éducatives au niveau local. Cette présence rassurante des représentants du Belfab témoigne de leur engagement envers la qualité de l'enseignement et le bien-être des apprenants. Moi, je m'associe à tout ce qui a été dit par M. le Préfet. La reprise a été effective et dans de bonnes conditions sur l'ensemble de la région de Tadjoura. Nous avons comme nouveauté cette année la création de 4 écoles de l'enseignement de base, à savoir l'école de Hagandé, l'école d'Otoy, l'école de Waidarim et l'extension de l'école de Dougombala. Et sinon, merci. Eh bien, les responsables de cette région se sont réjouis du commencement de la nouvelle année scolaire. Écoutons-les. La rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui, le 3 septembre 2023. C'est l'école fondamentale qui a repris le chemin de l'école, à savoir l'école primaire et l'école moyenne, qui représentent plus de 7500 élèves. Comme nouveauté, dans la région de Tadjoura, il y a eu de nouvelles écoles qui ont été construites, 2 à Dora, une à Randa et une à la périphérie de Tadjoura. D'où l'école, la rentrée a eu lieu d'une manière effective, sans incident. De cette semaine aussi, l'école secondaire va aussi reprendre le chemin de l'école le mardi 5. Merci. Nous restons toujours dans le domaine éducatif où plus de 6327 écoliers des écoles de base et plus de 3032 collégiens reprennent le chemin de l'école après 3 mois de vacances méritées dans la ville de l'Unité. La première journée de classe est toujours un moment spécial, empreinte d'une excitation palpable chez les enfants et une anticipation pour les enseignants qui se préparent à guider ces jeunes esprits tout au long de cette nouvelle année scolaire. Eh bien, hier, les plus hautes autorités de la région, dont le préfet de Dikil, Abdiroble, du président du conseil régional par intérim, Ibrahim Gourou, les responsables administratifs et pédagogiques des établissements scolaires de toutes les ordres d'enseignement de la région de Dikil, l'inspecteur Khadid Mohamed Khaïd, ainsi que le chef du détachement de la police de Dikil et le capitaine Suleiman Farah Awale, ont parcouru les écoles de base de la ville de Dikil. Ils se sont même rendus au gros village de Mouloud pour marquer cette journée spéciale. Ils ont témoigné leur soutien et leurs vœux de réussite à nos écoliers, enseignants et responsables. Ils ont constaté de visu le bon déroulement de cette année scolaire.
Sur place, les officiels superviseurs de cette grande retour vers le banc scolaire ont dialogué et questionné les chefs d'établissement scolaire et les enseignants pour récolter leurs données sur les effectifs, leurs remarques, leurs éventuelles doléances dans le but de faciliter leurs conditions professionnelles. Eh bien, les responsables de la ville de l'unité sont convaincus que l'année scolaire 2023-2024 sera une période d'apprentissage et de découverte de succès pour tous ces élèves. Écoutons-les. Tout d'abord, je saisis l'occasion pour remercier la population d'Iquiloise pour l'accueil qui m'a été réservé, un accueil chaleureux. À sa tête, bien sûr, le préfet de la ville, le président du conseil régional, mes collègues, tout le monde, la population tout entière. Merci encore une fois. Pour la rentrée de ce matin, la rentrée s'est déroulée dans les bonnes conditions. Dans la ville de Dikil, dans la ville de Dikil comme dans les localités les plus reculées. Environ 28 écoles ont fait la rentrée ce matin. Environ 6500 élèves ont repris le chemin de l'école. Un accueil chaleureux a été réservé aux enfants dans les meilleures conditions. Les enseignants étaient à leur poste. Sinon, la nouveauté cette année, c'est la réhabilitation de quelques écoles telles que Agna et puis la construction de 3 lycées. La sous-préfecture de Mouloud vient de bénéficier d'un nouveau lycée, flambant neuf, avec le mobilier, le tableau, pour accueillir 2 secondes, 2 premières et 2 terminales. La même chose pour Sankal et d'une façon générale, la rentrée s'est très très bien déroulée et je souhaite une année de réussite à toute l'équipe pédagogique. Et ce matin, le 3 septembre 2023, il y a la rentrée des classes pour la rentrée scolaire 2023-24 sur l'ensemble de la région de Dikil. À cette occasion, j'ai visité l'ensemble des établissements scolaires de la ville de Dikil. La rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les corps enseignants, les équipes pédagogiques, les élèves étaient présents et ont répondu présents à cette journée. Et j'aimerais aussi y mettre l'accent sur la construction de 3 nouveaux lycées dans la région de Dikil et notamment dans la localité ou la sous-préfecture des Mouloud, la sous-préfecture d'Asséla et la localité de Sankal. Les travaux de construction de ces 3 lycées sont finalisés et seront opérationnels dans les jours à venir. Nous remercions les ministères de l'Éducation nationale, l'effort qu'ils consent toujours à améliorer les conditions de travail des enseignants. Et je souhaite une très bonne année scolaire à l'ensemble des enseignants, aux équipes pédagogiques, aux élèves et aux parents. Je pense que l'année 2023-2024 sera une année pleine de succès pour les enseignants, pour les élèves et pour les parents. Je vous remercie. Et bien, autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim,
accompagné d'une forte délégation des officiers de l'armée djiboutienne qui ont effectué une visite d'inspection dans la ville de Holhol. À son arrivée, le général Zakri Cher Ibrahim a été accueilli par le sous-préfet de la ville, M. Hassan Wabri, et le commandant en seconde de l'école militaire, le capitaine Sharmak Mohamed Jama. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'exécution des travaux de réhabilitation du forage d'eau potable de la ville d'Holhol, rappelant que cette forage était en défaillance depuis un mois. Dans cette optique, le chef d'état-major général des armées a porté un intérêt particulier aux conditions de vie de la population de la ville d'Holhol et a rappelé le soutien permanent de l'armée djiboutienne auprès de la localité, de la population locale. abur iyo masbano eedaad ku iman karo abbaha dalkeeniyo kuwa aniga ii talin arrimaha ka soo baxa ka adkaynaya. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne, situé au camp d'Oralé, a été lieu de la cérémonie de clôture qui s'est tenue jeudi 31 août d'une formation intitulée Règles du droit maritime. Cette formation s'est étalée sur une durée de 2 semaines au cours desquelles les membres du personnel de la garde-côte djiboutienne ont pu bénéficier. Outre le colonel Ouass Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et de nombreux officiers de l'institution, la cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Hodan Suleiman Hussein, officier de liaison de l'ONUDUC auprès de Djibouti. La formation a rassemblé des membres du personnel de la garde-côte djiboutienne provenant des différentes unités, notamment la brigade judiciaire, le service de transmission, le service technique naval et l'unité commandant de la garde-côte. Cette formation a été dispensée par des experts et formateurs de l'officier des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'objectif principal de cette formation était d'étudier et de mettre en pratique les moyens permettant de renforcer la coordination pour une lutte efficace contre tous les trafics illicites en mer. M. Djarman Al-Nador, représentant des instructeurs de cette formation, a souligné dans son discours lors de la cérémonie de professionnalisation des participants issus des gardes-côtes djiboutiennes ainsi que la richesse des échanges au cours de la période de formation. Rappelons que la cérémonie s'est clôturée et conclue par la remise des certificats aux participants. Et comme je vous disais, Mme Hodan Suleiman Hussein a pour sa part salué l'engagement et le professionnalisme des participants qui ont fait preuve d'assiduité et de sérieux tout au long des 2 semaines de formation. Écoutons-la. Cette cérémonie marque la fin d'une formation intensive de 2 semaines et nous sommes ici pour célébrer vos accomplissements remarquables et votre engagement à renforcer la sécurité maritime dans la région. La République de Djibouti occupe une position géographique stratégique étant située à la croisée des routes maritimes majeures reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cette position unique en fait un acteur clé dans la sécurité maritime internationale. Donc, nous sommes convaincus que les compétences et les connaissances acquises au cours de cette formation renforceront considérablement les capacités des gardes-côtes djiboutiens à contribuer à une mer plus sûre. Donc, je tiens à remercier tous les instructeurs, notamment LJ, Herman, Norman et Thiago qui n'est pas avec nous aujourd'hui, pour avoir donné leur temps et leur connaissance afin d'effectuer cette formation. Dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, le colonel Ouass Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a réaffirmé l'engagement constant de fournir aux membres de la garde-côte les outils nécessaires pour mener à bien leur mission, notamment grâce à des formations de haut niveau en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux. Il a souligné que la poursuite du renforcement des connaissances et compétences du personnel demeure une condition sine qua non et essentielle pour garantir le succès et l'efficacité des missions confiées à la garde-côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Espagne, c'est le déluge en Espagne. Une grande partie du pays est frappée depuis samedi par des pluies torrentielles qui ont provoqué d'importantes inondations. 11 communautés autonomes ont ainsi été placées en alerte
rouge dimanche par l'Agence météorologique nationale espagnole, dont celle de Tolède et Madrid en alerte rouge. Dans la région de Madrid, des précipitations qui pourraient avoir une intensité torrentielle sont attendues dans la journée, indiqué l'AEMET dans un bulletin précisant que plus de 120 litres d'eau par mètre carré pourraient tomber. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que notre programme télévisé, le programme continue sur Télé Djibouti.